Revenons sur le cas de l'épisode de brouillard de Londres en hiver 1952. C'est un cas tristement célèbre car il a fait de nombreuses victimes en quelques jours. La situation météorologique particulière a favorisé l'accumulation de la pollution émise par les industries toutes proches de la ville et par le chauffage pendant cette période qui était très froide. Sur le graphique, deux courbes sont superposées, la mortalité hebdomadaire et la concentration moyenne en dioxyde de soufre qui est liée à la combustion de charbon, les deux en fonction de la date. L'épisode de pollution est caractérisé par un pic de dioxyde de soufre largement au-dessus des niveaux de fond qui sont déjà élevés. Ce pic coïncide avec une surmortalité de près de 3000 personnes. On voit aussi que la surmortalité reste élevée dans les semaines suivantes. Cela suggère donc un lien direct entre mortalité et exposition à court terme à la pollution atmosphérique. Cette situation a eu l'effet d'un électrochoc pour la population qui a conduit à des réglementations contraignantes au Royaume-Uni, l'une des premières lois sur la qualité de l'air en Europe. La pollution en Europe actuellement n'est plus liée au charbon. Le type de pollution évolue en fonction des réglementations et aussi des pratiques. Mais l'exposition à des polluants atmosphériques reste élevée en Europe et dans de nombreuses régions du monde. D'après le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2021 pour l'année 2019, 99% de la population mondiale vivait dans des zones où la pollution de l'air extérieur dépasse les seuils recommandés. L'OMS estime à 4,2 millions de morts prématurées dans le monde en raison de la pollution de l'air extérieur, dont 89% dans des pays à revenus faibles ou moyens. En Europe, l'Agence européenne pour l'environnement estime pour la même année 2019 que 96% de la population vit dans des zones dépassant les seuils recommandés. 307 000 décès prématurés sont attribués à une exposition chronique aux particules fines. 40 400 sont attribués à une exposition chronique au dioxyde d'azote et 16 800 décès prématurés sont attribués à une exposition aiguë à l'ozone, c'est-à-dire pendant des pics. Les chiffres rapportés pour 2019 montrent une diminution par rapport à 2018, mais on voit bien que le problème reste important. L'exposition en milieu urbain est particulièrement critique. Ce schéma représente le pourcentage de la population urbaine exposée à une qualité de l'air dégradée en 2010-2012, avec les polluants concernés. 30% de la population est exposée à des niveaux excédant les seuils définis par les directives européennes, plus spécifiquement pour les particules fines. Plus de 90% des Européens vivant en ville sont exposés à des niveaux de polluants excédant les niveaux recommandés par l'OMS pour les particules fines et pour l'ozone. Alors, de quels impacts sur la santé parle-t-on ? Cette illustration résume très succinctement les effets reconnus de l'exposition à la pollution atmosphérique. L'exposition à court terme à des concentrations élevées augmente la mortalité pour toutes causes confondues, et plus particulièrement en raison de troubles respiratoires et cardiovasculaires. L'exposition à plus long terme entraîne le développement de maladies chroniques, cardiopulmonaires et jusqu'à des cancers des poumons pour les cas les plus sévères. Certaines personnes sont particulièrement vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées. L'effet sur la santé reproductive et le développement de l'enfant est également démontré. Les études épidémiologiques ont toutes tendu à ne pas observer un seuil d'effet dans la gamme ambiante d'exposition. On a donc un meilleur gain en réduisant l'exposition de toute la population plutôt que de chercher à maintenir une limite arbitraire sur une minorité de la population. Nous avons parlé d'exposition, de mortalité attribuée à la pollution de l'air, mais comment ces chiffres sont-ils obtenus ? Jusqu'au milieu du XXe siècle, les études se limitaient à compter l'augmentation de la mortalité durant des événements de brouillard, comme ce qu'on vient de voir. Cela permet de mettre en évidence des liens, mais ce n'est pas suffisant pour caractériser la causalité. L'organisme humain subit un stress multifactoriel dont la pollution est un facteur. C'est donc l'ensemble des facteurs, plutôt que la pollution, qui détermine les événements cliniques tels que la mort. On parle aujourd'hui de l'exposome d'un individu, l'ensemble des expositions environnementales auxquelles il est soumis au long de sa vie, via son alimentation, l'air qu'il respire, ses comportements, son environnement socio-économique, etc. Les études épidémiologiques actuelles reposent sur des techniques statistiques puissantes et complexes, exploitant de grands jeux de données et permettant de tenir compte de cet aspect multifactoriel du problème. Ce travail est basé sur des études scientifiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus précises.
Le schéma classique d'évaluation du risque se décompose en 4 étapes. L'identification du danger, l'évaluation des expositions, l'estimation de la relation dose-réponse et la caractérisation du risque. L'évolution de l'approche au cours des dernières décennies a rendu plus tangibles les corrélations entre indicateurs de pollution et ceux de santé. Pour aller plus loin et répondre aux interrogations sur la causalité, il faut s'intéresser aux mécanismes biologiques et développer des études toxicologiques. La quantification de la mortalité a eu une influence particulièrement forte sur nos compréhensions des effets de l'air ambiant sur la santé de la population. Cet indicateur est donc important non seulement comme un résultat dans les enquêtes épidémiologiques, mais aussi pour l'établissement de normes et de directives, ainsi que pour l'évaluation des impacts sur la santé et l'analyse des coûts-bénéfices des politiques environnementales mises en place. Pour une région donnée, si on peut estimer les niveaux de concentration des polluants atmosphériques et le niveau d'exposition de la population, les fonctions de réponse permettent de proposer des scénarios d'impact sanitaire et de risque pour la population. À mesure que les progrès font avancer notre connaissance de l'impact sanitaire de la pollution, le champ de l'inconnu s'agrandit et laisse penser que les résultats actuels ne donnent qu'une vision largement minorée de l'ampleur du phénomène. Cette incertitude est liée à la difficulté de faire le lien entre les résultats des études épidémiologiques et la causalité biologique, la faible proportion des polluants atmosphériques qui font l'objet d'une surveillance, donc le manque de mesures, l'ignorance de la part attribuable à ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le mélange de polluants atmosphériques et de plusieurs types de pollution dans l'air extérieur. En plus de l'effet sur la santé humaine, la pollution peut avoir un effet délétère sur les écosystèmes. La pollution gazeuse à la surface peut altérer directement la végétation, c'est le cas de l'ozone, ou bien se dissoudre dans des gouttelettes d'eau des nuages, modifiant leur pH et donnant parfois lieu à des précipitations ou des brouillards acides. On parle de dépôts secs et de dépôts humides. L'acidification et l'apport d'azote supplémentaire peut avoir des effets importants sur les écosystèmes et conduire à une diminution de la biodiversité. L'ozone fait partie des gaz qui sont échangés à la surface des végétaux par les stomates, comme le CO2 lors de la photosynthèse et de la respiration. Le dépôt d'ozone est une bonne chose pour la qualité de l'air, mais néfaste pour la croissance des plantes. Lorsque l'ozone pénètre en trop grande quantité, la réaction oxydante de la plante perturbe la photosynthèse, ce qui a un impact sur la croissance des plantes qui peut être très marqué comme sur la photo de droite. Cet effet est associé à une diminution des rendements agricoles. Par exemple, une étude de l'Institut national français de recherche agronomique montre qu'une augmentation de 27% de l'ozone entre la montaison du blé et sa récolte induit une perte de rendement de 20%. La dissolution de certains gaz solubles dans les gouttelettes d'eau des nuages entraîne des précipitations acides, néfastes pour les végétaux, les sols, les eaux de surface et les bâtiments. La dissolution du CO2 atmosphérique naturel conduit à une acidification des milieux qui est naturelle. La pluie n'a pas un pH neutre. L'augmentation du CO2 conduit à une acidification un peu plus marquée. Cependant, les problèmes aigus viennent principalement des émissions de dioxyde de soufre, formant de l'acide sulfurique, et des oxydes d'azote, formant de l'acide nitrique. Les conséquences sur les écosystèmes sont nombreuses. Lors de l'écoulement, l'eau acide peut extraire de l'aluminium des sols argileux, par exemple. L'acidité et l'aluminium sont néfastes pour certaines plantes et certains animaux. Les pluies acides diminuent également les minéraux et les nutriments du sol dont les arbres ont besoin pour pousser. Les brouillards et les pluies acides qui peuvent se former à haute altitude peuvent priver les feuilles de certains éléments nutritifs. Les arbres touchés sont reconnaissables à leurs feuilles et leurs aiguilles brunes ou mortes. Les arbres sont alors fortement affaiblis et vont moins absorber le rayonnement solaire. Les particules acides qui se déposent sur les bâtiments peuvent aussi être très corrosives pour les métaux et détériorer la peinture et la pierre, donc détériorer les bâtiments. La pollution de l'air contribue également à l'eutrophisation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Cela correspond à une accumulation de nutriments, azote et phosphore notamment, dans les milieux. Les émissions d'ammoniac par l'agriculture et d'oxyde d'azote par le trafic routier y contribuent fortement.
Leur dissolution dans l'eau et leur dépôt par précipitation est une source d'azote pour les surfaces continentales. Les espèces qui se développent dans un environnement riche en azote vont se développer rapidement, aux dépens d'autres espèces qui supportent moins l'azote. On peut alors, par exemple, avoir des blooms d'algues. On voit sur ce schéma que les algues peuvent atténuer le rayonnement disponible en profondeur pour la photosynthèse et perturber l'équilibre. À terme, ce déséquilibre entraîne une perte de biodiversité. La prise de conscience des effets de la pollution atmosphérique sur la santé a conduit à la mise en place de réglementations et de lois. Les lois sur la qualité de l'air voient le jour au milieu du XXe siècle dans différents pays en Europe et aux États-Unis. Avec la prise de conscience de l'importance du transport à longue distance entre les États, notamment par exemple les conséquences sur l'acidité des précipitations, les objectifs de réduction de la pollution deviennent internationaux. En 1979, la Convention des Nations Unies sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance est signée par plus de 32 pays sous l'égide des Nations Unies. Elle définit notamment la notion de charge critique comme un niveau d'exposition à un polluant au-delà duquel des effets néfastes sont reconnus. En 1987, les lignes directrices sont fournies par l'Organisation mondiale de la santé pour un certain nombre de polluants. Ces lignes directrices sont régulièrement mises à jour avec l'avancée des connaissances sur les effets sanitaires de la pollution de l'air. Sur cette base, des directives européennes ont été définies en 1992 concernant la qualité de l'air ambiant et l'air pur en Europe, visant d'abord l'ozone, puis élargies à d'autres polluants. Elles sont régulièrement mises à jour. Ces directives imposent aux États membres une surveillance de la qualité de l'air. En France, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, LOR, est adoptée en 1996. En 1999, le protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, dit multipolluant multi-effets, a été adopté et signé par 31 parties, dont la France. Il porte sur 4 polluants ou familles de polluants: dioxyde de soufre, oxyde d'azote, composés organiques volatiles non méthaniques, ammoniac. Le protocole de Göteborg a été amendé en 2012 pour inclure aussi les particules fines. Sa spécificité est qu'il ne porte plus sur des concentrations de polluants, mais sur des plafonds d'émissions. Le passage de plafond de concentration à plafond d'émission nécessite une compréhension scientifique fine des processus physiques et chimiques dans l'atmosphère et des variations en fonction des saisons pour permettre des calculs fiables. Pour cela, on fera appel à des outils de modélisation de la pollution atmosphérique. Actuellement, les réglementations sont mises en place sur la base de recommandations de l'OMS qui réalise des rapports réguliers. En Europe, elles sont ensuite traduites en directives européennes avec des valeurs cibles à ne pas dépasser. En plus de fixer des objectifs à ne pas dépasser pour une série de polluants, elle fournit un cadre commun, des méthodes, des critères communs pour l'évaluation. Les États membres s'exposent à des sanctions en cas de non-respect des directives. Les directives sont ensuite traduites en loi dans chacun des États membres. Une obligation de surveillance des niveaux de pollution accompagne ces réglementations. En France, des associations de surveillance de la qualité de l'air sont mandatées par le ministère. Ce sont les ASCA. On peut citer par exemple l'association Air Paris qui est en charge du suivi de la qualité de l'air en Île-de-France. Les missions des ASCA comprennent la mise en œuvre d'un réseau d'observation systématique et opérationnel, c'est-à-dire qui va réaliser des mesures en continu, des campagnes de mesures spécifiques à la demande de collectivités, d'entreprises ou de particuliers, l'inventaire des émissions pour les principaux secteurs d'activité de la région, et la mise en œuvre de modèles numériques complexes qui vont permettre, à partir des émissions, de cartographier la pollution en Île-de-France, son interaction avec la météorologie, les processus chimiques, etc. Ces modèles vont permettre d'analyser des situations passées, mais aussi de réaliser des prévisions à quelques jours pour pouvoir informer les autorités et la population par le biais de bulletins d'information.
Grâce à la mise en place de réglementations contraignantes et d'outils de suivi, une forte diminution est observée en France pour un certain nombre de polluants clés. Sur la figure, on voit par exemple l'inventaire des émissions de dioxyde de soufre. Depuis 1990, la baisse des émissions dans les différents secteurs d'activité peut s'expliquer par la diminution des consommations d'énergie fossile et plus spécifiquement du charbon, du fait de la mise en œuvre du programme électronucléaire et du développement des énergies renouvelables. Elle s'explique aussi par la mise en place d'actions d'économie d'énergie et les progrès industriels pour l'usage de combustibles moins soufrés et l'amélioration du rendement énergétique des installations. La réduction reflète aussi l'effet des réglementations sur la teneur en soufre des combustibles et des carburants. La figure montre aussi une variabilité interannuelle qui est liée notamment aux conditions météorologiques. Par exemple, une forte vague de froid en 1998 a conduit à une augmentation des consommations d'énergie fossile. Pour cette molécule, le dioxyde de soufre, les objectifs de réduction fixés par les directives européennes sont atteints en France. Pour le dioxyde d'azote, une baisse régulière est aussi rapportée, quoique moins rapide. La diminution des émissions conduit à une diminution des concentrations pour ces composés et donc à une diminution de leur impact. Du fait de l'effort sur les émissions de dioxyde de soufre et dans une moindre mesure sur les émissions d'oxyde d'azote, l'impact des précipitations acides en Europe, très élevé dans les années 1980, a fortement diminué. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. On voit très clairement avec ces exemples l'importance d'une législation contraignante. En mai 2021, la Commission européenne a adopté un plan d'action vers une pollution zéro de l'air, de l'eau et du sol. L'objectif zéro pollution est fixé à 2050 et un premier point d'étape en 2030 vise une réduction de 55% du nombre de décès causés par la pollution atmosphérique et de 25% l'exposition des écosystèmes. Cette infographie de l'Agence européenne pour l'environnement montre une réduction des décès liés à l'exposition aux particules fines en 2019 par rapport à 2005. La réduction de 33% est liée à une diminution des concentrations suite aux réglementations. Les différentes colonnes indiquent aussi les diminutions liées à l'exposition aux particules fines qu'il serait possible d'obtenir si les réglementations et recommandations actuelles étaient respectées sur l'ensemble des territoires. Les valeurs cibles définies par l'OMS permettraient de diminuer jusqu'à 47% les décès. Et en suivant les lignes directrices de l'OMS, limitant à 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle les concentrations en particules fines, ce qui est très bas, on peut atteindre moins 72% de décès. Ces chiffres montrent que l'objectif 2030 de diminution des décès de 55% est très ambitieux. En résumé, l'impact sur la santé est démontré. Il est actuellement principalement lié à l'exposition aux particules fines, à l'ozone et aux oxydes d'azote. L'impact sur les écosystèmes, lié aux dépôts d'ozone et aux précipitations et dépôts acides, est également important. Les réglementations permettent de progressivement diminuer les concentrations de polluants et appliquer ces réglementations nécessite le développement d'outils de surveillance précis impliquant l'observation systématique de polluants clés et la modélisation numérique de la pollution atmosphérique à l'échelle régionale et à l'échelle globale.